Urgent. La mère de Maman Blanche a été menacée, forcée. Et finalement, elle a signé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous qui nous suivez depuis Kinshasa, depuis le Congo tout entier, depuis l'Afrique et depuis les quatre coins du monde. Ce soir, nous revenons sur un dossier qui ne finit pas de rebondir. Un dossier qui secoue les consciences, qui divise les familles et qui, aujourd'hui encore, nous réserve une révélation que beaucoup n'auraient jamais pu anticiper. Nous parlons bien sûr de l'affaire qui oppose le pasteur Marcelo à la belle famille de sa défunte épouse, Maman Blanche Candolo, cette femme dont la mort continue de susciter des interrogations profondes, des questions sans réponse, et une douleur collective que rien ne semble pouvoir apaiser. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous situer dans le contexte juridique de cette affaire, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'opinion publique, et notre rôle en tant que journaliste, c'est justement de clarifier, de démêler le vrai du faux, et de vous donner les éléments tels qu'ils se présentent sur le terrain. À ce stade, nous tenons à le préciser clairement, et nous le disons ici, devant vous, sans ambiguïté. Il n'existe à ce jour aucun dossier officiel ouvert contre le pasteur Marcelo, pour ce qui concerne un crime de sang, pour ce qui concerne un meurtre. Aucun. Ce dossier-là n'existe pas encore au niveau des juridictions compétentes. Ce que nous avons constaté, ce que nous avons pu suivre de près dans les couloirs du tribunal de la Gombe à Kinshasa, ce sont deux dossiers bien précis. Deux dossiers qui ont trait à des actes administratifs, des documents qui auraient été falsifiés. Et c'est là que commence la véritable histoire judiciaire du pasteur Marcelo. Le premier dossier concerne un acte de décès. La belle famille de Maman Blanche, portée par sa douleur et par ses doutes, a déposé une plainte officielle contestant l'authenticité d'un acte de décès délivré par la commune d'Ali-Gombe. Ce document, selon la famille plaignante, serait un faux, un document fabriqué, falsifié et utilisé à des fins que nous allons détailler. En droit, cela s'appelle le faux et usage de faux. C'est une infraction sérieuse, une infraction qui, si elle est prouvée, peut avoir des conséquences juridiques majeures pour son auteur. Le deuxième dossier, tout aussi grave dans ses implications, concerne un conseil de famille qui a été organisé au sein même de la résidence du pasteur Marcelo. Ce conseil aurait désigné ce dernier comme liquidateur de la succession de feu Maman Blanche Candolo. Or, la famille de la défunte conteste la légalité de ce conseil, et conteste par conséquent la légalité du document qui en a sanctionné les décisions. Ce document, toujours selon les plaignants, serait lui aussi un faux. Deux faux documents, deux plaintes déposées, deux dossiers instruits au tribunal de la Gombe. Voilà où nous en sommes sur le plan strictement judiciaire. Pas de dossier pour meurtre, deux dossiers pour faux et usage de faux. C'est important de le dire clairement pour éviter que la désinformation ne s'installe et ne vienne brouiller les pistes dans cette affaire déjà suffisamment complexe. Mais revenons à ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que c'est là que les choses prennent une tournure à la fois surprenante et profondément troublante. Nous sommes le mardi 17 mars 2026. Une audience s'est tenue au palais de justice de la Gombe, une audience de renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime. Les avocats du pasteur Marcelo avaient en effet décidé de récuser les juges. Ils ont déclaré, de manière formelle, ne plus avoir confiance en la juridiction saisie initialement. C'est une démarche légale, c'est une démarche qui existe dans notre arsenal juridique, mais c'est aussi une démarche qui en dit long sur la stratégie de la défense. Quand on récuse des juges, c'est qu'on estime que l'impartialité se compromise. Ou, et c'est une autre lecture possible, c'est qu'on cherche à gagner du temps. Ce 17 mars, la partie plaignante, c'est-à-dire la famille Candolo, était venue insister. Venue pour que cette affaire soit prise en délibéré afin qu'une décision soit rendue sur la suite à donner à la procédure. Les avocats des deux parties sont sortis du tribunal. Nous ne pouvions pas dire ce jour-là qui avait raison, qui avait tort, mais nous pouvions dire que l'affaire était loin d'être terminée. Bien au contraire, elle venait de prendre une nouvelle dimension. Et puis le lundi 23 mars 2026 est arrivé. Et avec lui, une nouvelle qui a tout changé. Une nouvelle que beaucoup n'attendaient pas. Une nouvelle qui a provoqué stupeur, colère et incompréhension dans les rangs de ceux qui suivaient ce dossier depuis le début. Maman Georgette, la mère biologique de Maman Blanche Candolo, accompagnée de deux de ses filles, notamment Joujou et Murmura, s'est présentée dans les bureaux des avocats du pasteur Marcelo. Et elle a signé. Elle a apposé sa signature sur un protocole d'accord. Un protocole d'accord dans lequel elle reconnaît le pasteur Marcelo comme liquidateur légal de la succession de sa propre fille, dans lequel elle accepte une proposition de partage, dans lequel en quelque sorte elle tourne la page. Ce protocole d'accord a été signé sur la base de l'article 797 du Code de la famille, qui confie effectivement au liquidateur la mission d'identifier les héritiers et de proposer un partage. C'est ce qui a été présenté, c'est ce qui a été signé. Mais voici ce que tout le monde doit savoir. Ce protocole d'accord a été signé à l'insu de la famille Candolo, à l'insu de ceux qui se battent encore, pour que la vérité sur la mort de Maman Blanche soit établie. La réaction de ceux qui ont appris la nouvelle ne s'est pas faite attendre.
La déception était immense. La trahison, car certains n'hésitent pas à employer ce mot, était cuisante. Comment comprendre qu'une mère, la mère biologique d'une femme morte dans des circonstances qui n'ont pas encore été élucidées, puisse aller signer un accord avec l'homme que sa famille accuse? Comment comprendre ce revirement brutal, ce changement de cap soudain, après des mois de combat, après des déplacements jusqu'à Lubumbashi, après des risques pris, des larmes versées, des nuits sans sommeil? La réponse, certains l'ont formulée sans détour: l'argent. L'argent a parlé. L'argent, semble-t-il, a eu raison de la douleur, a eu raison de la solidarité familiale, a eu raison de la quête de vérité. Selon les informations dont nous disposons, le pasteur Marcelo aurait évalué l'ensemble des biens de la succession à une valeur totale d'environ 304 000 $, selon ses propres estimations. Sur la base de cette évaluation, maman Georgette recevrait environ 12 500 $, une autre personne également 12 500 $, pour un total de 25 000 $ côté maternel, et les sœurs de maman Blanche recevraient chacune environ 9 000 $. Mesdames et messieurs, nous reprenons. Et ce que nous allons vous dire maintenant, c'est peut-être la partie la plus délicate, la plus sensible de cette émission, parce que nous allons parler des dessous de ce protocole d'accord. Nous allons parler de ce que certains membres de la famille ont refusé de faire, et de ce que d'autres, au contraire, ont choisi de faire. Nous allons parler de division, de fracture, et peut-être aussi de pression. Revenons sur les faits tels qu'ils se sont déroulés. Le lundi 23 mars 2026, lorsque maman Georgette et 2 de ses filles ont signé ce protocole d'accord, une autre fille de la famille n'était pas là, Sylvie. Sylvie, la sœur de maman Blanche, était absente. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Sylvie avait déjà été écartée du processus bien avant ce lundi fatidique. Pourquoi? Parce que des enregistrements audio avaient circulé. Des enregistrements dans lesquels Sylvie aurait demandé à d'autres membres de la famille d'insulter copieusement leur propre mère, maman Georgette. Des enregistrements accablants qui ont provoqué une rupture profonde entre Sylvie et le reste de sa famille proche. C'est ainsi que fonctionne parfois la tragédie dans les familles. La mort d'un être cher ne rassemble pas toujours. Parfois, elle divise. Parfois, elle fait remonter à la surface des rancœurs anciennes, des jalousies enfouies, des tensions que le quotidien avait masquées. Et dans cette famille, la mort de maman Blanche a tout fait exploser. Il y a quelque chose que nous voulons préciser ici, et c'est important pour comprendre les équilibres internes de cette famille. Selon les informations que nous avons pu recueillir, maman Georgette a toujours eu une affection particulière pour Joujou. Joujou, c'est celle-là même qui était présente lors de la signature du protocole d'accord. Blanche, pour sa part, avait certes une place dans le cœur de sa mère, mais cette place avait été construite sur quelque chose de plus récent, de plus lié aux circonstances matérielles. Ce sont des réalités humaines, douloureuses, mais réelles, et elles permettent de comprendre, même si elles ne permettent pas de justifier, la décision prise ce lundi 23 mars. Murmura, la troisième signataire, a également une histoire dans ce dossier. Elle n'était pas une figure lointaine dans la vie de maman Blanche. Elle habitait elle-même chez le pasteur Marcelo à un moment donné. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que la fille de Murmura, une jeune métisse, était présente lors du premier voyage de maman Blanche en Turquie. Ce voyage que Blanche avait entrepris pour une opération médicale. Ce voyage qui, pour beaucoup, constitue le cœur du mystère qui entoure sa mort. Murmura et sa fille n'étaient donc pas des étrangères dans cette histoire. Elles en faisaient partie. Et pourtant, Murmura a signé. Voilà donc la photographie de la famille au moment de la signature. Maman Georgette, la mère, qui signe. Joujou, la fille préférée, qui signe. Murmura, l'autre fille, qui signe. Et Sylvie, absente, écartée, qui n'a pas signé. Et la famille Candolo, elle, qui n'était même pas informée, qui a appris la nouvelle après coup, qui a été mise devant le fait accompli. Est-ce que maman Georgette a signé de son plein gré? Est-ce qu'elle a agi en toute liberté, en toute connaissance de cause? Ou est-ce qu'il y a eu une forme de pression, une forme de manipulation, une forme de contrainte? Ces questions, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas les esquiver. Nous ne pouvons pas faire semblant qu'elles n'existent pas, parce que ce sont exactement les questions que se posent aujourd'hui des milliers de personnes qui suivent ce dossier. Ce sont les questions que nous-mêmes nous posons, et ce sont les questions auxquelles la justice devra peut-être un jour répondre. Les avocats du pasteur Marcelo, eux, ont présenté les choses sous un jour positif. Ils ont parlé de compromis trouvés dans une ambiance de paix et de joie. Ils ont évoqué la sagesse, la préservation des intérêts familiaux, l'avenir des enfants. De beaux mots, des mots qui sonnent bien, des mots qui, dans d'autres circonstances, auraient peut-être suffi à convaincre. Mais dans ce dossier, avec ce contexte, avec tout ce qui précède, ces mots sonnent creux pour beaucoup. Ils sonnent comme un habillage, comme une mise en scène destinée à donner une apparence de légitimité à quelque chose qui, fondamentalement, pose problème. Parce que regardons les choses en face. Pourquoi, après des mois de procédure, après des mois de résistance,
Après des mois pendant lesquels le pasteur Marcelo n'aurait montré, selon la partie adverse, aucun souci réel pour l'intérêt des enfants de Maman Blanche, voilà que soudainement tout s'arrange. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a pu provoquer ce revirement spectaculaire? La réponse, encore une fois, semble être là, dans ce chiffre. 25 000 $ pour la mère et une autre bénéficiaire. 9 000 $ pour chacune des sœurs. Est-ce que c'est là le prix de la vérité sur la mort de Maman Blanche? Est-ce que c'est là le prix de la conscience? Nous ne voulons pas porter de jugement hâtif. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de vous donner les faits. Et les faits, ils parlent d'eux-mêmes. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la descente à Lubumbashi a profondément marqué le pasteur Marcelo. Nous avons des informations selon lesquelles cette descente, que nous avons mentionnée lors de précédentes émissions, l'aurait véritablement traumatisé. Il n'en reviendrait pas. Il aurait même réuni les anciens de son église pour essayer de comprendre qui parmi eux avait pu faciliter cette opération, qui était pour lui, qui était contre lui. Ce genre de réaction en dit long sur l'état d'esprit dans lequel se trouve le pasteur Marcelo. Ce n'est pas l'attitude d'un homme serein, d'un homme qui n'a rien à se reprocher. C'est l'attitude d'un homme sur la défensive, d'un homme qui surveille, d'un homme qui cherche à contrôler les informations. Et nous continuons d'enquêter. Nous avons fait le déplacement à la régie des voies aériennes, la RVA, à Lubumbashi. Nous avons rencontré des témoins. Nous sommes en contact avec les avocats des deux parties. Nous avons des éléments que personne, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ne détient. Des éléments qui, le moment venu, seront présentés à l'opinion. Nous avons même un voyage prévu pour compléter 2 ou 3 pièces manquantes du puzzle. Parce que dans cette affaire, chaque détail compte, chaque document compte, chaque témoignage compte. Mais revenons au protocole d'accord et à ses conséquences immédiates. Ce que beaucoup se demandent, c'est simple. Est-ce que la signature de Maman Georgette change quelque chose sur le plan judiciaire? Est-ce que cela met fin aux poursuites? Est-ce que cela clôt le dossier? La réponse est non. Et c'est important de le dire clairement. Un protocole d'accord civil ne met pas fin à une procédure pénale. Les deux choses sont distinctes. La famille Kandolo l'a confirmé. Ils vont continuer. Les audiences vont reprendre. Le tribunal va continuer à siéger. Et la semaine prochaine ou dans les prochains jours, de nouveaux développements sont attendus. Ce protocole d'accord, aussi symboliquement douloureux qu'il soit pour certains membres de la famille, ne constitue donc pas une victoire définitive pour le pasteur Marcelo. C'est peut-être une bataille gagnée, mais la guerre judiciaire, si l'on peut employer cette expression, est loin d'être terminée. Les Kandolo sont déterminés. Ils ont affirmé haut et fort que pour eux, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vérité. C'est une question de savoir, une bonne fois pour toutes, comment Maman Blanche est partie. Quelles sont les circonstances réelles de sa mort? Qui savait quoi? Qui a fait quoi? Et ces questions-là, mesdames et messieurs, aucun protocole d'accord ne peut y répondre. Seule la justice peut y répondre. Seule une enquête approfondie, menée avec rigueur et sans complaisance, peut y répondre. Et c'est précisément pour cela que nous sommes là, pour accompagner cette quête de vérité, pour ne pas laisser cette affaire être enterrée sous des liasses de billets et des signatures arrachées dans l'ombre. Parce que oui, nous le disons, et nous assumons ce mot, arraché. Quelque chose dans cette histoire ne tourne pas rond. Une mère qui signe un accord avec l'homme que sa propre famille accuse, sans en informer les autres membres de sa famille, au moment précis où la procédure judiciaire prend de l'ampleur, ce n'est pas anodin. Cela mérite qu'on s'y arrête. Cela mérite qu'on pose les bonnes questions. La vérité, elle ne se négocie pas. La vérité, elle ne se monnaie pas. Et Maman Blanche, où qu'elle soit aujourd'hui, mérite que cette vérité soit dite, haut et fort, sans compromis, sans protocole. Suite dans la 3e partie. Nous poursuivons, mesdames et messieurs. Et dans cette 3e partie, nous allons tenter de comprendre ce qui se passe à l'intérieur même du cercle familial. Parce que derrière les protocoles d'accord, derrière les audiences au tribunal, derrière les déclarations publiques des avocats, il y a des hommes et des femmes, il y a des liens, il y a des histoires, il y a des blessures que les caméras ne montrent pas toujours. Commençons par une question simple. Qui est vraiment Maman Georgette dans cette affaire? Elle est la mère biologique de Maman Blanche Kandolo, celle qui lui a donné la vie, celle qui, normalement, devrait être la première à exiger la vérité sur sa mort. C'est la logique naturelle, la logique humaine, la logique d'une mère. Et pourtant, ce lundi 23 mars 2026, Maman Georgette a fait le choix inverse. Elle a choisi de signer. Elle a choisi de passer à autre chose. Du moins, c'est ce que les apparences laissent croire. Mais est-ce vraiment son choix? Voilà la question qui trouble tout le monde. Voilà la question qui revient en boucle dans les commentaires, dans les discussions, dans les couloirs de ceux qui suivent cette affaire de près. Et cette question n'est pas anodine. Elle est fondamentale. Parce que si ce choix a été fait sous pression, sous contrainte, sous l'effet de manipulation financière ou psychologique, alors nous ne sommes plus simplement face à un dossier de faux et usage de faux. Nous sommes face à quelque chose de beaucoup plus grave. Nous ne disons pas que c'est le cas. Nous soulignons que c'est possible et nous disons que cette possibilité doit être examinée. Sérieusement,
rigoureusement, sans passion, mais aussi sans naïveté. Revenons maintenant sur la dynamique familiale telle que nous l'avons observée. Il y a, d'un côté, maman Georgette et les deux filles qui ont signé, Joujou et Mourmoura. Et il y a, de l'autre côté, la famille Kandolo au sens large, qui n'a pas été consultée et qui refuse de capituler. Cette fracture est réelle, cette fracture est profonde, et elle a été, selon certaines sources, savamment entretenue. Le pasteur Marcelo, selon ses détracteurs, aurait eu pour stratégie de diviser pour mieux régner, de s'appuyer sur les divisions internes de la famille pour affaiblir le front adverse. Et à en juger par les résultats, cette stratégie semble avoir porté ses fruits. Pensons-y, Sylvie n'est plus en bonne relation avec sa mère. Sylvie et Joujou sont brouillés. Mourmoura est dans le camp de ceux qui ont signé. Certains membres de la famille s'accusent mutuellement. Des audios circulent, des accusations volent. Et pendant ce temps, le pasteur Marcelo, lui, se porte bien. Il prêchait encore dimanche passé dans son église. Il est en liberté. Il n'a été ni arrêté, ni mis en examen pour les faits les plus graves qui lui sont reprochés sur les réseaux sociaux. Oui, le pasteur Marcelo est libre, libre de prêcher, libre de se défendre, libre de négocier. Et c'est son droit. Nous ne le contestons pas. Mais cette liberté, elle doit s'exercer dans le cadre de la justice. Et c'est à la justice, pas au protocole d'accord signé dans l'urgence, de trancher les questions fondamentales qui restent en suspens. Parlons maintenant de ce voyage en Turquie qui revient régulièrement dans les conversations autour de cette affaire. Maman Blanche avait effectué un premier voyage en Turquie pour une opération, ce qu'on appelle une liposition. Un voyage qui, selon les informations disponibles, avait comme témoin la fille de Mourmoura, cette même Mourmoura qui vient de signer le protocole d'accord. Est-ce une coïncidence? Est-ce que ces liens familiaux complexes ont joué un rôle dans la décision finale de Mourmoura de se ranger du côté de ceux qui ont signé? Nous ne le savons pas encore, mais nous y travaillons. Ce que nous savons, en revanche, c'est que les circonstances de la mort de Maman Blanche restent entourées d'un mystère épais, un mystère que les documents officiels disponibles ne dissipent pas, un mystère que les déclarations publiques n'éclairent pas suffisamment. Et c'est précisément ce mystère que les Kandolo veulent percer. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour Blanche, pour leur Blanche, pour l'enfant de Kandolo qui mérite que sa mort soit expliquée, que sa disparition soit comprise, que sa mémoire soit respectée. Il y a une phrase qui nous a frappés dans les déclarations recueillies. Une phrase simple, directe, qui résume tout. Blanche est une Kandolo. Les Kandolo vont poursuivre. C'est dit, c'est clair. Et nous croyons ces gens. Nous croyons en leur détermination. Nous croyons en leur amour pour leur sœur, pour leur fille, pour leur Blanche. Maintenant, il faut aussi aborder quelque chose d'autre. Quelque chose d'un peu technique, mais important. La question de la légalité même de ce protocole d'accord. Est-il vraiment valide? Est-il conforme à l'article 797 du Code de la famille qui a été invoqué? Les avocats du pasteur Marcelo disent que oui, que tout a été fait dans les règles, que le liquidateur avait la mission d'identifier les héritiers et de proposer un partage, et que c'est exactement ce qui a été fait. Soit, mais les Kandolo, eux, posent une question différente. Ils disent qui a signé? Maman Georgette, Joujou, Mourmoura. Mais qu'en est-il des autres héritiers légaux? Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas signé? Est-ce qu'un protocole d'accord signé par une partie des héritiers seulement lie l'ensemble de la succession? Ces questions sont légitimes. Ces questions méritent une réponse juridique claire. Et si ces questions ne trouvent pas de réponse satisfaisante, ce protocole d'accord pourrait bien être remis en cause. Nous sommes, rappelons-le, le mardi 17 mars 2026 pour les audiences et le lundi 23 mars 2026 pour la signature du protocole. Les événements se sont succédés très rapidement. 6 jours entre une audience judiciaire et la signature d'un accord en dehors du tribunal. 6 jours pendant lesquels beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de contacts ont été pris, beaucoup de pressions ont peut-être été exercées. On ne sait pas encore tout, mais on enquête. Et dans cette enquête, nous avons eu accès à des témoins qui chacun à leur tour nous ont livré leur version des faits, des témoins dont certains ont accepté de parler, d'autres sous couvert d'anonymat. Ces témoignages, recoupés avec les documents que nous avons en notre possession, commencent à dessiner un tableau beaucoup plus précis de cette affaire, un tableau que nous ne sommes pas encore prêts à présenter dans sa totalité, mais dont nous pouvons dire, dès aujourd'hui, qu'il est édifiant. Ce que nous pouvons confirmer, c'est que des voyages ont été faits, des contacts ont été établis avec des personnes clés, des informations ont été collectées à Lubumbashi, et au-delà. Il y a des éléments documentaires, il y a des éléments photographiques, il y a des témoignages enregistrés, et tout cela forme un dossier solide, un dossier qui, le jour venu, sera présenté dans son intégralité. Nous le répétons, parce que c'est notre engagement vis-à-vis de vous. Nous reviendrons avec tout, sans rien cacher, sans rien embellir, et sans rien inventer. La vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. C'est ce que vous méritez. C'est ce que Maman Blanche mérite.
c'est ce que la justice mérite, et c'est ce à quoi nous nous engageons.